Bonjour et bienvenue à cette première mini-série du podcast Madame Deuil en parle. Madame Deuil, c'est qui? C'est moi. Lynne Pillon, spécialiste en gestion du deuil et aussi fondatrice de Deuil Académie Internationale. Pourquoi cette mini-série-là? C'est la première. C'est une mini-série qui se veut le plus possible inspirante, qui pourra peut-être t'aider à apprivoiser ce deuil-là que tu vis présentement. Premièrement, j'ai envie de te féliciter. Pourquoi? Parce que tu es en train de l'écouter. C'est déjà un grand pas dans la reconnaissance de ta conscience à quelque part que il y a des besoins qui sont là et on souhaite toujours mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre au niveau émotif. Et dans le deuil, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est toutes ces émotions-là, ce tsunami d'émotions-là que l'on peut vivre. Et c'est aussi tout cet inconnu-là dans le processus du deuil, dans tous ces états de deuil-là que l'on va vivre, qu'on va avoir à apprivoiser et éventuellement qui va cicatriser un jour ou l'autre. Alors, je te souhaite d'écouter à ton rythme. Si tu as besoin d'arrêter, tu l'arrêtes. Si tu as besoin de partager avec quelqu'un, tu partages avec quelqu'un. Je t'invite aussi à en parler avec des gens autour de toi, parce que quand on commence à en parler, ça permet aussi d'intégrer ces notions-là, qu'elles soient nouvelles ou pas, mais de mieux intégrer ce deuil-là et de mieux l'apprivoiser aussi. Alors, je te souhaite une belle écoute. Il y aura 6 épisodes et peut-être un bonus, c'est à suivre. Je me souviens de ce premier Noël passé sans mes parents. Ils sont décédés tous les deux dans un accident d'automobile en 1989. Nous avions loué un chalet près des pistes de ski afin de vivre simplement ensemble, ma fille, ma sœur, mon frère et moi, toutes les émotions qui passeraient par là. Vous dire combien il en est passé. Le fait d'être à l'extérieur du milieu connu pour célébrer n'était pas nécessairement aidant. Je dirais plutôt que c'était réconfortant. Réconfortant dans le sens que dès cette année-là, nous commencions à nous créer de nouveaux repères pour les années futures sans nos parents, dans un milieu différent du leur. Nous commencions aussi à nous créer des repères intérieurs, chacun pour soi, sans leur présence aimante à nos côtés. Nous étions aussi à l'abri des regards que les gens pouvaient déposer sur nous. Quand on vit un deuil, on a besoin d'un certain recul face à ce qui était, à ce qui est et ce qui sera. Cette année-là, j'ai pris conscience que c'était à notre tour de tenir le flambeau que nos parents nous avaient légué. Nous avons passé un doux Noël en nous reposant, faisant du ski durant la journée et nous retrouvant tous les 4 en soirée pour rire, pleurer, se rappeler de doux souvenirs. Nous avons appris à nous respecter dans toutes nos émotions. Et ça, c'est pour la vie. Ce ne fut que quelques jours à l'extérieur, mais ô combien énergisant à plusieurs points de vue. Et puis décembre est passé, comme il passera encore pendant plusieurs années.
Le deuil fait grandir intérieurement. Le deuil devient inspirant quand on traverse la réaction et qu'on accède à la création. Tout est une question de temps, de rythme et unique à chacun. Je te souhaite un doux mois de décembre pour ce qui en reste. Tu sais, quand on est endeuillé en décembre, on aimerait plus souvent qu'autrement être déjà rendu au mois de mars de l'année suivante. C'est peut-être comme ça que tu te sens présentement. Être endeuillé en décembre, c'est pas une maladie, c'est un état. En être pleinement conscient nous permet de ne pas sombrer dans la tourmente. Être endeuillé en décembre aussi, c'est apprendre à s'accueillir là où on est, maintenant, présentement. C'est se donner le droit de pleurer et de rire. Et de rire en pleurant aussi. C'est se sentir seul dans la foule, mais parfois avoir besoin de cette foule-là. C'est avoir envie de s'isoler. Et parfois, d'être avec d'autres. C'est vouloir dormir et se réveiller seulement l'an prochain. C'est aussi vouloir s'entourer de ses amis, sa famille et ses proches. En fait, être endeuillé en décembre, c'est toutes ces contradictions qui arrivent en même temps. Je dis souvent que un deuil, c'est un peu comme si un tsunami arrivait dans notre vie. C'est rare que ça avertit d'avance. Ça prend son temps. Hein? Ça se recule vers le large. Et quand ça arrive, ça nous rentre dedans comme c'est pas possible. J'ai envie de te partager 7 suggestions pour t'aider à terminer l'année, que tu sois endeuillé ou non, que tu connaisses un endeuillé ou pas. Parce que présentement, avec la pandémie, tout le monde a vécu un deuil. Celui des repères qu'il connaissait avant la pandémie. Ça fait presque 2 ans, donc je t'invite à mettre en pratique une ou plusieurs de ces suggestions-là. La première, te reposer. Le temps des fêtes, c'est une période de surménage autant physique que psychologique, due à l'intensité des émotions du deuil. Ils se permettent de se reposer avant, pendant et après ces festivités-là. Ça permet de conserver un certain équilibre. Et se reposer, ça peut être ne rien faire. Ça peut être vraiment se reposer et se permettre au courant de la journée de faire des petites siestes ou des plus longues, hein? Pourquoi pas? Mais on peut se reposer vraiment de différentes façons. Qu'est-ce qui t'aide à te reposer, toi? La deuxième, ce serait de dire à tes proches comment tu aimerais passer ce premier temps des fêtes-là. Sans l'être aimé, sans ton animal de compagnie, depuis que tu as perdu ton emploi, depuis que tu as déménagé. Hein? Peu importe le deuil que tu as vécu cette année. Que ce soit seul pendant une certaine période ou quelques sorties à l'occasion, ça va rassurer ton entourage et créer un climat très respectueux autour de toi, en leur mentionnant vraiment comment tu te sens. Ça peut être aussi de demander de l'aide. Demander de l'aide. C'est quand la dernière fois que tu t'es permis de demander de l'aide. Que ce soit pour la préparation de bouffe
que ce soit pour déneiger la cour, que ce soit pour t'emmener quelque part parce que tu n'as pas envie d'y aller toute seule. Parce que, tu sais, ça se peut que pendant ce temps-ci, si tu vis un deuil ou si tu l'appréhendes, que tu manques de motivation. Le fait de demander, de partager une activité avec un ami, un membre de la famille, ça va aussi te permettre, par le fait même, de partager des beaux moments et de créer des nouveaux souvenirs. Vous allez peut-être pouvoir parler aussi, si la personne qui t'aide te le permet ou si elle est à l'aise, de pouvoir parler de l'objet de ton deuil. Ça fait toujours du bien. La 5e suggestion, ce serait de te permettre de pleurer. Ben oui, pleurer. Accueillir ses émotions, c'est très, très sain. Même au moment où elles nous surprennent nous-mêmes. Et j'ai lu dernièrement qu'ils sont en train de faire des recherches sur le contenu des larmes. Et ce que j'ai lu, laisse-moi te le lire aussi parce que c'était vraiment impressionnant. J'ai trouvé ce texte sur Futura Science qui mentionne ceci. Si les scientifiques savent relativement bien à quoi servent les larmes, ils se posent encore des questions concernant leur composition. Il existe, le savais-tu, 3 grandes catégories de larmes. Les larmes dites d'émotion, celles qui coulent en cas de grande tristesse ou au contraire de grande joie. Les larmes dites basales, qui ont pour utilité purement technique de maintenir la lubrification de la cornée. Et les larmes dites réflexes, qui sont produites lorsque l'œil est irrité par un corps étranger ou par un oignon, bien entendu. Toutes sont produites par la même glande, la glande lacrymale. Cependant, dans la composition, les larmes d'émotion sont plus riches en protéines. En étudiant la composition biochimique des larmes émotionnelles et des larmes de réflexe, des chercheurs américains ont pu déterminer, par exemple, que les larmes émotionnelles contenaient plus de protéines que les secondes. Les larmes émotionnelles renferment aussi des hormones comme l'encéphaline, qui est un antidouleur produit naturellement par le corps en période de stress. Imagine-toi. Donc, quand on dit ou on entend, tu sais, des fois on dit à quelqu'un « pleure, ça va te faire du bien », ou on se fait dire aussi « pleure, ça va nettoyer toute la douleur que tu as », mais à quelque part, c'est un peu ce que ça fait, ces larmes-là. Ces vraies larmes-là de tristesse, elles vont aider à diminuer le stress, à avoir un peu moins mal aussi. Et si tu vis présentement un deuil ou tu en as probablement déjà vécu un, tu as probablement déjà constaté, sinon tu le constateras éventuellement, que lorsqu'on pleure, on reprend comme un grand souffle. Ça fait... C'est comme si on sent qu'il y a une grosse pression qui vient de tomber. Ça arrive parfois qu'on a besoin d'aller se reposer après parce qu'on devient épuisé. C'est normal. C'est qu'on vient d'évacuer plein de souffrance. Donc, ça fait du bien. Alors, je suis contente de t'avoir partagé ces informations-là qui sont récentes. Moi, j'ai vu ça dernièrement
en décembre sur le site Futura Santé. Bon, ça date par contre de mai 2016, tu vois. C'est écrit par Nathalie Maillé, qui est journaliste. Alors, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors voilà, fin 2021, on apprend que les larmes font du bien et que c'est maintenant prouvé en laboratoire. Et ils continuent de chercher encore là, à savoir c'est quoi les différences dans les larmes de joie et les larmes de tristesse. Je termine ce premier épisode de cette mini-série avec une phrase de Christophe Fauré. Si on imagine qu'on va pouvoir vivre son deuil en étant fort, sans laisser la moindre place aux émotions, en prenant soin ou en prenant sur soi, sans partager quoi que ce soit avec autrui, on peut être certain que jamais on ne parviendra à sortir de sa souffrance. Je t'attends pour le deuxième épisode qui sera disponible aussitôt que tu auras terminé celui-ci. À bientôt!